Bienvenue à tous dans le 20h, vous êtes sur RTI 1. À la une de l'actualité ce soir, le troisième programme économique et financier au centre des échanges entre le vice-président ivoirien et une délégation du Fonds monétaire international. Soutenu par le FMI, ce programme a pour objectifs principaux d'appuyer la stabilité économique et le programme national de développement du pays. Relations Côte d'Ivoire-Ghana, les deux pays vont vers une gestion intégrée des bassins frontaliers. La Côte d'Ivoire, très préoccupée par la question de la gestion des eaux de la Bia et du fleuve Tanoé, a envoyé son ministre des Eaux et Forêts à Accra afin de trouver une solution au problème de l'orpaillage illégal. Ils étaient des réfugiés au Ghana, mais ils ont décidé désormais de s'y établir grâce au HCR et à une collaboration Côte d'Ivoire-Ghana. Ces 500 Ivoiriens viennent de recevoir leur passeport afin de pouvoir vivre en toute légalité dans leur pays d'accueil. Et puis le dossier EcoPlus qui fait un zoom ce soir sur la culture du soja. Le projet soja mis en place dans 2 régions depuis 2019 prend son envol. Le défi majeur reste aujourd'hui d'y intéresser le plus de jeunes possible. Bonsoir à tous. Le vice-président ivoirien Thiemoko Meïlie Koné s'est entretenu ce matin avec une délégation du Fonds monétaire international FMI. Ils ont parlé du nouveau programme économique et financier et c'est le 3e du genre. Awa Touré nous propose les détails. La Côte d'Ivoire et le Fonds monétaire international ont trouvé un accord pour le 3e programme économique et financier après une mission préparatoire de 2 semaines d'une délégation du FMI. Le chef des missions du Fonds monétaire international, reçu par le vice-président de la République, a salué les autorités ivoiriennes pour l'accueil et la qualité des échanges. Je suis très heureux d'annoncer que nous avons eu des discussions très productives avec tous les services du gouvernement et que nous avons un accord sur un programme économique sera soutenu par l'assistance financière du Fonds monétaire. Nous avons un accord sur tous les aspects de la politique et des mesures de ce programme qui est le programme du gouvernement. Les objectifs principaux de ce programme sont à la fois maintenir la stabilité macroéconomique et de soutenir le développement en ligne avec le plan de développement de la Côte d'Ivoire. Ce programme fait suite à ceux de 2012-2015 et 2016-2020, des programmes qui ont contribué à l'amélioration significative des conditions de vie des populations et aussi à la stabilité du cadre macroéconomique. Même objectif pour cette autre rencontre, une délégation de la Banque mondiale et le ministre de la Promotion de la gouvernance ont une séance de travail au menu les préparatifs du forum de l'Alliance internationale anticorruption de la Banque mondiale. Ce sera à Abidjan en juin prochain. Les enjeux de ce rendez-vous international avec Dangui Dangui. La Côte d'Ivoire se prépare à être la capitale mondiale de la lutte contre la corruption. Le forum de l'Alliance internationale anticorruption de la Banque mondiale UCHA est prévu se tenir en juin prochain sur les bords de la lagune Ébrié. C'est dans ce cadre qu'une délégation de cette institution financière a eu une séance de travail avec le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance. Il ressort que le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter ce rendez-vous international n'est pas fortuit. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire parce que nous savons qu'il y a des actions importantes qui sont entreprises au niveau du gouvernement, qu'il y a une volonté. Et puis je peux aussi rajouter qu'il y a quand même la Côte d'Ivoire joue un rôle particulièrement important dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. La tenue du forum de l'Alliance internationale anticorruption de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire est un hommage aux efforts du pays sur le front de la lutte contre la corruption. Ce forum vient appuyer
les efforts du président de la République et du Premier ministre, appuyer les efforts de renforcement de l'intégrité, de renforcement de la transparence et de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Sur la question de l'efficacité de l'indice de la perception de la corruption IPC de Transparency International pour évaluer la corruption dans les pays, la délégation de la Banque mondiale s'est voulue rassurante. C'est vrai qu'à ce jour, l'indicateur anticorruption de Transparency International est vraiment l'indicateur prévalent, qui a aussi certaines défaillances, mais qui sont en train d'être améliorées. Il y a un véritable effort qui est en train de se réaliser au niveau des Nations Unies pour essayer de remettre à jour certaines des capacités et des mesures que nous utilisons. Selon les autorités, la corruption fait perdre à la Côte d'Ivoire plus de 1300 milliards de francs CFA chaque année, soit 4% du produit intérieur brut, PIB, et l'équivalent de près de 3 fois l'aide publique au développement. La pollution des eaux de l'Abia et du fleuve Tanoé qui prennent leur source au Ghana met à mal la population du sud-est ivoirien. Et la Côte d'Ivoire est très préoccupée par la question. Elle a dépêché à Accra son ministre des Eaux et Forêts. Laurent Tchagba et les autorités ghanéennes devraient pouvoir mettre en place un plan de gestion intégré pour les eaux de l'Abia et du fleuve Tanoé afin donc de mettre fin à l'orpaillage illégal. Lanciné Bakayoko. Le constat est sans appel. À cause des tonnes de produits toxiques, les activités d'orpaillage en amont de la Bia et du fleuve Tanoé au Ghana rendent impropre l'eau de la lagune Bia en Côte d'Ivoire, notamment dans le département d'Adiaké et plus particulièrement à Bianoua. Ces échanges entre le ministre Laurent Tchagba et son homologue ghanéen Cecilia Abena Dapa viennent donc poser les jalons d'une gestion intégrée des deux bassins, objet de pollution aggravée. Le président de la République, son Excellence Nana Akufo-Addo, a déjà pris des mesures. Il a déjà déclaré la guerre contre l'orpaillage clandestin et toutes les mesures sont en train d'être prises par le gouvernement ghanéen pour mettre fin à cette pratique. Et nous pensons que si le Ghana joue pleinement son rôle et que la Côte d'Ivoire aussi joue pleinement son rôle, nous parviendrons à une solution durable pour les deux pays. La situation est d'autant préoccupante que l'orpaillage pratiqué par les Ghanéens utilise non seulement du mercure et du cyanure, mais également des produits dangereux contenant de l'aluminium, du plomb et de l'arsenic piégé après le concassage, ce qui provoque des maladies graves. La faune n'est pas épargnée avec la raréfaction du poisson et des menaces sur la pêche artisanale. Si rien n'est fait, ça va être un scandale de biodiversité. Donc nous sommes venus aussi, le Ghana en a pris conscience et nous avons pris la responsabilité ensemble de pouvoir lutter et que cette situation puisse être réglée dans le meilleur délai. Au plan bilatéral, il s'agit de renforcer les actions de sécurité à la frontière afin d'arrêter les activités clandestines susceptibles d'impacter négativement la disponibilité et la qualité de l'eau des fleuves Bia et Tanoé. Il est question de savoir qui sont ceux qui s'adonnent à ces activités d'orpaillage clandestin. Sont-ils des Ghanéens? Sont-ils des Ivoiriens? Sont-ils d'autres personnes? Une fois que les responsabilités seront établies, on pourra prendre des mesures contre ce fléau. La Côte d'Ivoire se félicite que le Ghana déclare la guerre aux orpailleurs illégaux. Ils sont conscients de l'impact négatif de l'orpaillage clandestin sur les ressources en eau dans leur pays. Mais le fait que nous soyons venus pour leur démontrer que cet impact-là va jusqu'en Côte d'Ivoire, c'est un problème pour eux et ils sont d'accord pour se mettre d'accord avec nous pour trouver des solutions qui pourront rassurer les populations autour, n'est-ce pas, de ces deux rivières. Du côté de la Côte d'Ivoire, la pollution de la Bia et du fleuve Tanoé empoisonne la vie de plus de 2 millions d'habitants.
Ils sont au Ghana. 500 Ivoiriens, des ex-réfugiés, ont choisi de rester vivre dans leur pays d'accueil. L'État de Côte d'Ivoire a donc décidé de permettre à ses compatriotes d'y être en toute légalité. Grâce aux efforts combinés des deux pays, soutenus également par le HCR, ils viennent de recevoir leur passeport ivoirien. Envoyé spécial à Accra, la capitale ghanéenne, Kader Sogodogo. Service ghanéen des réfugiés en plein cœur de la capitale Accra. Le directeur de cabinet adjoint du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora de Côte d'Ivoire, Aboulaye Kouyaté, est à la tête d'une délégation venue d'Abidjan pour la régularisation des documents administratifs des ex-réfugiés ivoiriens qui ont choisi de vivre au Ghana. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de leur délivrer gratuitement des passeports ivoiriens pour faciliter leur intégration. Nous remettons ce jour 500 passeports et 72 actes de naissance pour les enfants nés, n'est-ce pas, au Ghana depuis qu'ils sont ici. La Côte d'Ivoire tourne définitivement la triste parenthèse de la crise post-électorale 2010-2011. Plus de 500 passeports confectionnés et des extraits d'actes de naissance sont remis. Un moment attendu par les autorités ghanéennes et le HCR qui auront contribué à la réussite du processus. Les ex-réfugiés peuvent maintenant vivre au Ghana de manière légale en tant que citoyens ivoiriens. Ils ont décidé de se mettre à disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes ont tenu promesse en délivrant plus de 500 passeports aujourd'hui aux réfugiés. Maintenant, ces passeports seront convoyés au service de l'immigration du Ghana pour que les Ivoiriens aient un permis de résidence indéfini au Ghana. Des bénéficiaires pour qui une nouvelle vie commence. Nous avons décidé de rester au Ghana. Notre gouvernement est venu à notre rescousse. Notre gouvernement a permis que nous ayons nos passeports. Nous voulons leur dire merci. La plupart d'entre nous, c'est parce que nous avons des enfants qui sont entrés dans le système éducatif ghanéen. Et retourner en Côte d'Ivoire, ça sera difficile. C'est l'une des raisons majeures pour la plupart des hommes qui ont décidé d'y rester. La Côte d'Ivoire sera toujours à l'écoute de ses enfants, où qu'ils soient. S'ils veulent y retourner, il y a une place pour eux dans la nouvelle Côte d'Ivoire et en pleine expansion, avec un niveau de développement inédit et des possibilités offertes aux jeunes et aux femmes. Et a aussi besoin de leur talent pour bâtir le progrès inclusif, dans la paix et dans la solidarité. S'ils veulent refaire leur vie ici au Ghana, je voudrais leur souhaiter une pleine réussite dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Mais ils doivent respecter les lois de ce pays frère. Selon le HCR, sur 350 000 réfugiés ivoiriens à travers le monde, 310 000 sont rentrés à la maison, soit 96%. Et cela grâce au rétablissement de la paix, de la stabilité, des efforts de réconciliation et le développement économique impulsé par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est donc à juste titre que le 30 juin 2022, Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies, a déclaré la fin du statut de réfugié ivoirien. Retour en terre ivoirienne pour parler de préservation de l'environnement. 3 ministres ont procédé à une visite de terrain dans les communes de Port-Boué, Marcory et Adjamé. Ils se sont rendus dans ces communes afin de constater le fonctionnement des ouvrages d'assainissement pour l'évacuation des eaux pluviales. Grâce Kando. Voie menant à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. À proximité de la cité militaire de l'air, ce site érigé en porcherie dégage des odeurs nauséabondes. 3 ministres sur les lieux pour le constat. Le cadre de vie impose certaines règles. On ne s'installe pas n'importe où, on ne s'installe pas n'importe comment. Les activités doivent être menées selon des zones qui sont prédéfinies. C'est tout cela que nous allons ensemble essayer de mettre en musique, de façon à ce que l'environnement urbain à Abidjan soit plus en adéquation avec l'évolution que la ville connaît, avec l'évolution que notre pays connaît. Et nous allons ensemble travailler. Donc vous allez sans doute voir des déguerpissements, vous allez voir des casses, mais nous ne pouvons pas faire autrement. Un peu plus loin, dans la commune de Marcory, une autre visite. Cette fois, le canal d'Anoumabo
pour s'imprégner des actions menées pour redonner à ce canal à sa fonction initiale, à savoir l'évacuation des eaux pluviales. Après ces 2 sites, cap est mis sur la baie de Cocody pour visiter le dispositif mis en place pour l'évacuation normale des eaux de pluie. Nous avons des travaux en cours en matière d'assainissement, libérer les emprises des ouvrages et même toutes les installations anarchiques. C'est tout ça qui va, à long terme, régler définitivement la question de malpropreté, des eaux usées qui arrivent sans traitement dans la lagune. Cette visite de terrain vise à travailler à l'amélioration du cadre de vie. Nous avons une idée des sources de pollution. Il y a un travail d'équipe qui va se faire, il y a un plan d'action qui a été déjà élaboré, mais il y a d'autres éléments qui vont venir s'ajouter à ce plan d'action pour que très rapidement on puisse mettre en œuvre ce plan d'action pour régler définitivement ce problème de pollution. Il y a des actions pour neutraliser les odeurs. Aujourd'hui, il est question de trouver des solutions durables. Ces 3 émissaires du gouvernement ne comptent pas s'arrêter là. D'autres visites de ce genre sont prévues. Dans le domaine agricole, le projet soja a été mis en place dans les régions du Bafing et du Kabadougou, et ce depuis 2019. 4 années après, le bilan est positif. Les productions s'améliorent, les zones cultivables s'agrandissent. Défi majeur à présent, impliquer le maximum de jeunes dans la culture du soja. Le dossier EcoPlus sur l'opportunité de la culture du soja pour la jeunesse nous est proposé par Kader Sogodogo. Le soja, plante légumineuse originaire d'Asie orientale, connaît un essor en Côte d'Ivoire depuis le début des années 2000. 2 grandes régions de production, le Bafing et le Kabadougou. 3 zones, Touba, Koro, Odéné. À sa prise de fonction à la tête du département de l'agriculture, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoubani, allait booster les choses. Un projet de relance de 45 milliards de francs CFA est mis sur pied. En 2021, la surface cultivable représentait 450 hectares. En 2022, 1100 hectares. Et en cette année, 2023, le cap de 3000 est atteint. Le prix d'achat au kilogramme est passé de 300 francs CFA en 2021 à 350 francs CFA en 2022. C'est la renaissance dans le secteur. Pour cette année 2023, nous allons non seulement augmenter les superficies. Pour le Kabadougou, nous allons passer de 380 hectares à 1600 hectares. Et en plus de cette augmentation, toutes les opérations vont être mécanisées comme cela est prévu. Nous allons lancer dès maintenant les opérations de défrichement, de sorte que d'ici fin avril, nous puissions finir avec toutes les opérations de défrichement pour commencer les labours. Chez le producteur, le changement est perceptible. Malgré la chute de la récolte, maintenant on s'attendait à une réponse plus meilleure, qu'on s'attendait au moins 2 tonnes par hectare, mais on a eu à peu près 1 tonne 500 par hectare. Bon, je dis que c'est un grand pas, comme c'est un nouveau projet, on vient de commencer. Au fur et à mesure, on va commencer à réparer les choses. Bon, présentement, ce que je voulais demander à l'État, c'est d'insérer beaucoup de jeunes. J'ai dit à nos frères jeunes de venir s'inscrire. Déjà, il faut reconnaître que le soja est une culture rentable. Et puis une culture favorable aussi pour notre climat, notre végétation ici. Donc le soja se produit bien, se comporte bien dans notre région. Dans son adresse à la nation, le président de la République, Alassane Ouattara, plaçait 2023 sous le signe de la jeunesse. Celles des zones rurales pourront compter sur le gouvernement. Les projets agricoles leur seront destinés. À l'agriculture, le projet soja attire déjà cette jeunesse du pays profond. Ce qu'ils ont fait l'année passée, ils ont pris l'argent pour nourrir la famille. Il y a des gens qui ont acheté les nouvelles motos. Donc je vois que vraiment c'est un peu intéressant. Si tu te débrouilles pour faire un peu, ça va, tu vas s'en sortir. Chez nous là-bas, il y a des gens qui ont pu récolter cette année. Bon, il y a vu les intérêts. Il y a 2 qui ont payé moto, 2 qui ont construit dedans. Je voulais m'engager dedans cette année. Le corps préfectoral est là pour veiller au grain. Il y va de la responsabilité de l'État. Les parents du Bafing
Quand le chef de l'État est venu en 2015, une de leurs préoccupations fortes, de l'alliance forte, était que le projet soja revienne dans le BAFIN. Le chef de l'État fait suite immédiatement. Donc il est question de mettre en place une ferme sémencière de 500 hectares au finish qui sera irriguée, qui va donc permettre de donner des plans améliorés certainement à tous nos producteurs du BAFIN. Le ministre d'État nous a instruit de suivre vraiment ces travaux. En 2022, la production totale de soja a atteint les 500 tonnes. En 2023, d'autres défis attendent le secteur, de meilleures productions et surtout un intérêt croissant pour la jeunesse. Le soja, une culture en plein essor avec pour défi majeur l'implication de la jeunesse, un dossier réalisé par Kader Sogodogo. Direction maintenant Katiola, les jeunes du département veulent eux aussi saisir toutes les opportunités que l'État leur offre. Ils ont tenu la première édition des Assises de la jeunesse. Le ministre gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama les a exhortés à faire des propositions pertinentes qui vont prendre en compte toutes leurs attentes et aspirations afin de participer au développement de leur localité. Soro Corona. L'année 2023 est décrétée l'année de la jeunesse par le président de la République, Alassane Ouattara. À Katiola, dans la région du Hambol, les unions de jeunesse du département s'organisent pour bénéficier de toutes les opportunités. Des assises sont donc organisées avec l'appui du préfet des régions. Je pense qu'en les autonomisant d'une manière ou d'une autre, cette jeunesse pourrait être une jeunesse forte, unie et travailler en toute synergie d'action dans une même vision qu'est le développement. C'était une initiative enveilleuse, mais l'appel du président l'a boosté et nous l'avons remise au goût du jour. On considère la jeunesse comme un flot de sang nouveau qui doit irriguer toutes les strates de la société. Ces assises sont soutenues par le ministère du tutelle. Mamadou Touré encourage l'initiative et attend les conclusions avec en ligne de mire un appui. Au niveau de la commune, plusieurs actions sont menées en faveur de la jeunesse. On pourrait citer entre autres la subvention accordée à la jeunesse dans le budget de la mairie. Je vous exhorte donc à orienter vos initiatives et actions sur la valorisation de nos produits, particulièrement les produits du cru, sur l'entrepreneuriat et sur les activités génératrices de revenus. 6 axes de réflexion ont constitué la base du travail des jeunes. Les conclusions des assises consignées dans un livre blanc sont remises aux élus et cadres. La première édition des assises des jeunes de Katiola à Poutembo, la place de la jeunesse dans le développement du département de Katiola. Le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA de la Côte d'Ivoire et son homologue du Maroc ont été élevés au grade de commandeur dans l'ordre du mérite de la communication. Cette distinction du ministère de la Communication vient reconnaître leurs efforts pour le rayonnement de la communication audiovisuelle dans leurs pays respectifs. Jean-Marc Djadji. Latifa Akarbache et René Bourgoin sont élevés au grade de commandeur dans l'ordre du mérite de la communication, respectivement président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle ACA du Maroc et de la Côte d'Ivoire, et ils sont primés pour leur contribution au développement des médias de leur pays. Une initiative du ministère de la Communication et de l'Économie numérique. Le ministre Amadou Koulibaly s'est félicité du partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Maroc au travers des actions conjointes entreprises par leurs 2 autorités régulatrices de médias audiovisuels par le biais du système ACA Média Solutions. Pour rappel, Latifa Akarbache et René Bourgoin occupent aussi le poste de président et de vice-président du réseau des instances africaines de régulation de la communication, RIARC.
La journée internationale des droits de la femme a été célébrée le 8 mars dernier. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle est prévue pour le 30 mars prochain. Et dans cette période dédiée aux droits de la femme, la Fondation CEFIS a eu une rencontre avec les femmes de diverses couches sociales et socio-professionnelles. Elles ont parlé d'entrepreneuriat. Laetitia Kwasi et Sephora Zegui. La femme qui réussit est celle qui construit des fondations solides à partir des pierres qu'on lui lance. Encourager les femmes à s'accomplir et à participer à l'économie ivoirienne par l'entrepreneuriat, c'est l'une des missions de la Fondation CEFIS. La Journée internationale des droits de la femme est donc l'occasion pour elle d'écouter ces femmes, les guider et les aider à améliorer leur entreprise. Alors, la Fondation CEFIS travaille en Côte d'Ivoire et dans la sous-région sur les questions liées à la croissance économique des femmes entrepreneurs, des entreprises dirigées par des femmes africaines. Nous les renforçons à travers des outils dont elles ont besoin, des outils d'apprentissage, mais aussi des outils techniques pour accroître le potentiel de croissance de leurs entreprises. Plusieurs initiatives soutenues par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire qui, à travers son programme d'insertion et de financement de projets jeunes, fait la promotion du leadership féminin. J'ai fait la connaissance des jeunes femmes aujourd'hui extraordinaires et nous devons faire tous pour les encourager et pour les offrir les outils qu'elles ont besoin pour créer les emplois, pour créer les opportunités, pour continuer à faire leader dans tous les domaines où elles sont déjà. L'entrepreneuriat féminin contribue aujourd'hui à l'autonomisation de la femme et à la création d'emplois. Il est donc l'un des moyens les plus efficaces pour promouvoir l'égalité de genre. Dans l'actualité politique, l'adhésion au RHDP du Dr Ibrahim Lokpo, cadre de l'administration publique. Les raisons de son entrée en politique et plus précisément au RHDP, la recherche de la paix et de la cohésion. Sidonie Davila. Dr Ibrahim Lokpo, expert en TIC, enseignant-chercheur à l'INPHB, fait ses premiers pas en politique. Son adhésion au RHDP s'est faite par une déclaration officielle. Vu les circonstances dans lesquelles je me retrouve en politique, je ne peux qu'avoir une définition pragmatique de la politique. Pour nous, un politicien, c'est celui qui est d'abord et avant tout guidé par l'intérêt général. Je souhaite intégrer officiellement, volontairement, solennellement et en toute responsabilité le RHDP pour contribuer à mon humble avis à travers cette grande équipe, cette équipe dis-je des rêves, à la réalisation du bien-être des braves populations de notre pays. Son adhésion est bien accueillie par les cadres du parti. Votre arrivée au sein du RHDP était attendue depuis longtemps. Notre vocation, c'est de vraiment rassembler toutes les énergies, toutes les forces, toutes les intelligences de notre pays, à l'effet donc d'aider le président à consolider d'abord ce qu'il est en train de faire et continuer donc à bâtir donc la Côte d'Ivoire pour les générations futures. Une écharpe, un pagne à l'effigie du RHDP, les statuts et règlements matérialisent l'entrée officielle de ce conseiller technique à la fonction publique, Ibrahim Lokpo, dans le parti du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ils annoncent également leur adhésion au RHDP. Ce sont des fils et cadres du département de Vavois. Ils étaient anciennement membres du PDCI. Ils ont échangé avec les ressortissants des villages des Baoualifa et de Bonifla. Théodore Zouzou et Jean-Marc Djadji. Ambiance de fête à Bonifla et à Ketrobassam. Même décor dans le village de Baoulifla. 3 localités du canton Sokia dans le département de Vavois. Gouali Dodo Basile Junior, cadre du PDCI, qui est passé en décembre dernier au parti du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, est venu chez les siens donner les raisons de son choix. J'ai marché, je n'ai trouvé que de l'obscurité devant moi. Tout le temps c'est l'obscurité. Mais est-ce que c'est l'obscurité là? Tu vas m'arranger. Je fais demi-tour et puis je regarde en arrière. De loin, je vois la lumière. Et la lumière, c'est Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est le développement.
C'est la raison pour laquelle je suis venu vous dire officiellement que je suis RHDP. Son option pour le développement et l'amélioration du cadre de vie des populations de ces localités acquiert l'adhésion de tous. Quand tu quittes au dîner, venir à Bondiali, de Bondiali, Couteau, venir sortir à Ségla, vraiment, il faut voir pour croire. Nous voulons la concrétisation maintenant en Côte d'Ivoire. On ne fait plus faire la politique politicienne. Aujourd'hui, avec le président Alassane Ouattara, nous voyons la concrétisation et le peuple se est debout comme un seul homme pour suivre le président Alassane Ouattara. C'est pour nous et c'est à cause de nous qu'il a fait ce choix. Et je pense que toute la population de Baoulifla et surtout celle de Vavois, nous sommes avec lui. Le peuple Sokia s'engage à aller dans tous les hameaux, mobilisés pour la victoire du RHDP aux futures élections municipales et régionales. Ces militants souhaitent également tous l'affectation d'un sous-préfet à Kétro Bassam qui attend depuis 15 ans. Une note d'humour dans ce journal, Bonjour 2023, qui nous conduit ce soir à Adzopé, dans la région de Lamé. Les humoristes ont tenu, encore une fois, en haleine leur public pendant près de 4 heures de spectacle. Paga se reconnaît. Nouvelle gare d'Adzopé, ville située au sud de la Côte d'Ivoire, dans la région de Lamé, à environ 105 km d'Abidjan. Lieu choisi par comité d'organisation locale, équipe de production et humoristes de Bonjour de la RTI pour égayer autochtones, acquiers, allogènes et allochtones de cette localité. Sur le podium, les humoristes font montre de leur savoir-faire. Comme on dit, attends-moi ici, j'arrive. J'ai dit, faut pas me Au nom du directeur général de la RTI, je veux vous dire merci, population d'Adzopé. Mais revenez encore dire merci à son Excellence, le Premier ministre. Vous savez, on aime voir comme ça les populations dans la convivialité. Et c'est ça la marque de Bonjour. Toute l'équipe de Bonjour Tour veut dire merci encore. Bravo population d'Adzopé. La représentante du parrain, le Premier ministre Patrick Achi, satisfaite de la mobilisation exceptionnelle des populations, les a invités à l'union et à la fraternité. Elle n'a pas manqué de féliciter le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, pour l'initiative avant de se réjouir de l'entente et de la solidarité qui règne entre les filles et les fils de Lamé. Accueillant pour la première fois Bonjour Tour, ici à Adzopé, nous avons voulu marquer avec vous l'entrée dans la nouvelle année par la joie. Je peux vous assurer que cette édition dans notre chère ville ne sera pas la dernière. Oui, Adzopé aura tous les ans son bonjour. Et avec vous, nous ferons en sorte que cette belle fête soit encore plus belle année après année. Merci à la direction générale de la RTI et l'équipe de production de Bonjour Tour. Le public n'a pas boudé son plaisir. Il a tenu à exprimer toute sa reconnaissance aux autorités de la région, à leur tête le chef du gouvernement Patrick Achi, président du conseil régional de Lamé. Cette belle fête de l'humour a pris fin par la prestation des artistes chanteurs du terroir et ceux venus d'Abidjan. Et voilà, ce 20h se termine dans la bonne humeur. Retrouvez tout à l'heure RTI 1 reçoit. L'invité ce soir, le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. Avec Hamza Diaby, il va parler de l'efficacité de la dépense publique, de la mobilisation des recettes ou encore de la contribution des entreprises publiques au développement de la Côte d'Ivoire. Très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.